Désolé déjà pour le retard, mais merci à tous. Ça fait longtemps qu'on attendait de pouvoir se revoir dans une ambiance amicale pour voilà, partager autour de Michael, partager la passion, partager la danse, partager l'art du roi de la pop. Donc en tout cas, un grand merci déjà à tous d'être présents. Certains qui viennent de loin, le sud de la France, un peu plus loin en Belgique, nord de la France, un guest des États-Unis, Mick Thompson, que vous aurez l'occasion d'apercevoir un peu ci et là. Donc voilà, on est très très content en tout cas de votre accueil par rapport à notre événement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis quand même assez longtemps, de pouvoir célébrer Michael un petit peu autrement. C'est vrai que nous on n'avait jamais fait, on avait organisé tout le temps des fan meetings. Ici on a essayé d'innover un peu et de faire vraiment un spectacle, une espèce de comédie musicale. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Donc c'est un concept un peu différent, mais tout en ayant cette ambiance ici, fan meeting, voilà, où on va pouvoir un petit peu partir à la rencontre de quelques personnes. D'abord, je voudrais quand même remercier aussi notre partenaire, Michaelizer, qui c'est quand même une grande première pour un événement Jackson d'avoir une radio qui retransmet en direct l'événement pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ici et qui nous écoutent et qu'on salue. Donc c'est quand même assez agréable. Je sais que c'est une prouesse technique que Julien et toute l'équipe qui font des interviews, que vous voyez se balader un petit peu à gauche à droite avec Yann, etc. Voilà, c'est quand même une prouesse technique, c'est la première fois qu'ils le font, nous c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est quand même quelque chose de très sympa et on est content que ça se passe. Mais je propose, voilà, je vais pas faire un petit blabla, je vais juste faire un petit selfie, enfin un selfie de vous en fait. Ça c'est pour Facebook évidemment, voilà, parce qu'on est hyper connectés, voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas de question de droit d'auteur ici. Voilà, et donc si vous décidez de tweeter ou de partager sur Facebook, n'hésitez pas qu'on puisse vous lire en utilisant le hashtag MJ1958PXL, comme ça bah, voilà, on pourra s'échanger aussi virtuellement, mais bon, essayons quand même de se parler, hein, ça peut être plus sympa. Et voilà, directement on va passer à la première interview. Voilà, on accueille Isabelle Petitjean qui est en train de préparer une thèse sur Michael Jackson. Alors, nous, voilà, on s'amuse avec des petits fanzines, on s'amuse avec un site internet. Ici, c'est quand même du sérieux, c'est du lourd. Isabelle qui a rejoint l'équipe de la rédaction du MJ Backstage pour le tout premier numéro ici, donc on est évidemment très fiers de l'avoir, comme tous les autres collaborateurs, mais c'est vrai que ici, voilà, c'est sérieux, quoi, hein, ça plaisante pas. Et ben, je vais vous laisser la parole à Yann Merleved, comme vous voulez, à Yann, et Isabelle, qui vont un peu nous expliquer de quoi il s'agit. Merci et bon amusement. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Ouais, vous pouvez applaudir très fort toute l'équipe parce que là vous avez vu juste la pointe immergée de l'iceberg, c'est-à-dire le Big Boss Chris, mais vous pouvez applaudir toute l'équipe. Je peux vous dire qu'ils ont duré jusqu'à plus de 3 heures du matin. 3 heures du matin pour préparer et j'étais avec toute l'autre équipe, c'est-à-dire les performeurs qui seront avec vous ce soir, et je peux vous dire que ça a bossé dur ce matin et ça a bossé dur chez eux toute la semaine. Encore tout à l'heure, j'étais en train d'interviewer quelques performeurs qui bossaient dans leur petit appartement, me disait-il, et ça fait du bien de voir des gens passionnés. Et bien sûr, je vous remercie, vous pouvez vous applaudir très fort d'être là parce que sans vous, on ne peut pas exister, bien sûr. Merci à vous. Alors, une première interview, et Chris vous l'a dit, hein, c'est une première parce qu'on est en même temps en direct, et je salue mon camarade Julien, on est en direct sur la radio Michaelizer. Donc on va avoir, grâce à vous et grâce au MJ Backstage, une interview donc, de quelqu'un qui vient de rejoindre le MJ Backstage. Voilà, Isabelle, bonjour. Oui, oui, j'en suis fière d'ailleurs. C'est une grande première pour moi d'écrire dans un magazine dédié à Michael Jackson, avec un public qui attend vraiment de la substance, on va dire. C'est un bon challenge et pour moi c'est très intéressant, ça complète mon travail universitaire à côté. Voilà, tu as lancé le mot et je pense que c'est important, c'est-à-dire c'est un travail et l'idée c'est que on ne soit pas là pour être les magazines People, on a envie de parler de la musique de Michael et vous savez comme moi que
c'est pas souvent le cas, qu'on nous parle bien souvent toujours des mêmes histoires, qu'on n'a plus envie d'entendre. Et bien là, aujourd'hui, on va parler enfin de la musique. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, te présenter finalement, parce que les gens ne te connaissent pas, nous on commence un petit peu, mais les gens ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, ta formation? Qui es-tu, Isabelle? Dis-nous tout. Bon, alors, je suis au départ musicienne, j'ai commencé la musique à 5 ans, j'ai commencé le piano à 5 ans, donc j'ai fait le conservatoire. J'ai fait 3 instruments de musique, j'ai eu des prix de piano, des prix de solfège à 15 ans, enfin le parcours de l'élève de musique ça rigole classique. pas quand même, dès 15 ans, voilà. Quand on commence à 5 ans, on a des chances d'y arriver Oui. tôt, c'est pas une prouesse. Voilà. Ça fait déjà un point commun avec Michael aussi. Oui, mais j'ai pas dans le même domaine, mais voilà, dans le domaine classique. La musique dans le sang très jeune. Voilà, tout à fait, très jeune. Bon, une formation vraiment complètement classique, le jazz, la musique pop, il n'en était pas question à l'époque là dans les conservatoires. Heureusement, ça a un peu évolué depuis. Et puis finalement, je me suis orientée à l'université dans la musicologie. Et petit à petit, donc d'abord ça a été un cursus pour devenir enseignante, pour devenir professeur. Donc j'ai passé le CAPES, j'ai passé la GREG 3 fois, voilà, j'étais très... Aujourd'hui tu enseignes la musique. J'enseigne la musique en collège et j'avais toujours eu envie de faire de la recherche parce que ce qui m'intéressait beaucoup c'était d'écrire, c'était d'analyser des choses comme ça. Sauf qu'il y a une quinzaine d'années de ça, j'avais déjà l'idée de faire des recherches sur la pop musique et on m'a expliqué que c'était pas de la musique, qu'il fallait vraiment être sérieux, faire un sujet sérieux. Donc j'ai fait une première maîtrise sur la critique musicale, le journalisme musical au XIXe siècle. Et puis donc ensuite, j'ai enseigné, j'ai mené ma vie personnelle et tout ça. Et puis quand Michael est mort, je suis vraiment restée perplexe, je suis vraiment restée longtemps à me demander ce qu'on allait bien pouvoir faire, parce que pour moi, tout simplement, la musique s'arrêtait là, il y avait quelque chose... Attends, justement, parce que bon, vous voyez, c'est du sérieux, hein, vous avez dit c'est promis, c'est du lourd, hein, là, vous voyez déjà, ça... Bon, c'est pas rien, mais... tu nous dis, alors voilà, j'ai fait un parcours universitaire, etc. J'ai étudié la musique, et puis on me disait à l'université, bon, la pop musique, c'est pas vraiment de la musique. Et comment ça se fait que toi, il y a Michael dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu nous dis, voilà, la mort de Michael, mais est-ce que Michael était déjà là avant? Et comment il est arrivé dans ta vie? Explique-nous quand même. Alors, il est arrivé dans ma vie par l'album Thriller, que mon frère, qui a le même âge que lui d'ailleurs, m'avait offert. J'avais 10 ans à l'époque. Et donc, pour moi, ça a été une révélation. Alors, bien sûr, il y a eu les clips. J'ai eu le plaisir de voir Thriller dans les premières diffusions. J'ai pas eu peur. Et en fait, si vous voulez, l'association entre ce son musical qui était pour moi très proche de la musique classique, parce que jusque-là, mes parents ne m'avaient acheté que des 33 tours de musique classique, ce son avec ses cordes de Quincy Jones, ce côté un peu jazzy, pour moi, c'était un vrai plaisir musical. Cette voix était quand même extraordinaire. Et puis, bon, quand j'ai vu les premiers clips vidéo, effectivement, le jeune homme était aussi charmant. Et donc, l'association de tout ça a fait que Michael Jackson vraiment a représenté un artiste. C'est le premier artiste, et je crois le seul, où à cet âge-là, 10-11 ans, je chantais avec le casque sur les oreilles, le 33 tours et les paroles de Thriller, voilà, que j'avais accroché à mon Je crois qu'on a été nombreux à faire ça, voilà. Hein, et on continue encore à le faire d'ailleurs. Et je crois que c'est le seul pour lequel j'essayais d'imaginer comment ça avait pu être enregistré. Vraiment, le son me transportait dans le studio. J'ai essayé de me demander, je lisais tous les noms, Quincy Jones, Bruce Swindon, et j'essayais de comprendre comment on enregistrait un disque. Vraiment, le son était tellement proche que j'ai eu cette curiosité voilà, qui restait un mythe pour moi. C'était vraiment une légende. Je pensais d'ailleurs jamais mettre les pieds à Westlake, mais il y a quelque chose qui a germé. Alors on va venir à ton passage, parce qu'effectivement tu fais bien de parler de Westlake, on va y venir après, mais alors une passion pour Michael, et qu'est-ce qui te permet justement d'un moment donné d'avoir le déclic de dire j'aime Michael Jackson, je suis fasciné par le personnage, par l'artiste, par la musique, par le travail de Quincy Jones avec lui. Qu'est-ce qui te fait le déclic pour te dire je vais faire une thèse dessus, je vais faire un travail universitaire dessus? D'autant plus qu'il y a des barrières, il y a des barrages. Il y a des barrières. Bon, moi je dis ça a été vraiment le choc de sa disparition qui m'a laissé pendant 2 mois comme ça ballante. Je me suis dit c'est pas possible, enfin voilà, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Hein. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose, et l'idée de la thèse m'est revenue seulement 1 mois après. Ça a vraiment mûri lentement. Et puis j'avais lu, en préparant l'agrégation l'année d'avant, j'avais lu sur un thème qui parlait de musique et de bruit, tout simplement, un professeur qui avait fait un cours sur bruit et musique et qui tout d'un coup s'était référé à Thriller de Michael Jackson. Et je me rappelle que j'étais restée perplexe en me disant comment on peut citer Thriller de Michael Jackson dans un devoir d'agrégation. Et j'avais trouvé ça d'ailleurs assez savoureux en me disant pourvu que je tombe sur ce sujet, ça me ferait vraiment trop plaisir de pouvoir parler de Michael Jackson dans une dissertation d'agrégation. Et je me suis rendu compte que cette personne avait lui-même fait une thèse sur les
les Beatles. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut donc maintenant faire des tests sur les Beatles, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc toutes ces choses mises bout à bout a fait qu'en septembre 2009, j'ai repris mes études. Alors il a fallu que je refasse un deuxième master que j'avais déjà, mais enfin voilà, poème universitaire. Et j'ai proposé un sujet donc sur la voix de Michael Jackson et qui a été accepté d'abord à Strasbourg puisque pour la Sorbonne c'était trop tard. Et voilà, donc j'ai obtenu mon master avec une mention. Très bien. Alors quel est justement, puisqu'on voilà, t'as réussi, ça a été accepté, ça prouve d'ailleurs que les barrières s'ouvrent un petit peu. Quel est ton sujet? Sur quoi? Enfin, quel a été ton choix et qu'est-ce qui t'a motivé finalement? Quels sont les points importants sur lesquels tu as voulu travailler? Et tes découvertes, parce que finalement, voilà, une thèse, c'est une recherche aussi. C'est une recherche. La difficulté, c'est qu'il faut toujours cibler. Donc, on m'a demandé la fois là de cibler. J'ai fait sur la voix, en trouvant ça d'ailleurs un petit peu ridicule, parce que sa voix est un instrument, que ces instruments sont utilisés aussi comme des voix, et que je vois pas très bien comment on peut dissocier sa voix de tout le reste. Bon, enfin, c'est toujours les problèmes universitaires. Là, aujourd'hui, je m'attaque, enfin, depuis 5 ans, je travaille sur un sujet beaucoup plus vaste, ce qui explique aussi la durée, et j'aborde vraiment l'ensemble de sa production, que ce soit sur le plan vocal, le plan instrumental, mais aussi le plan visuel, parce qu'on peut pas comme ça séparer la production sonore de sa production visuelle, clip vidéo, etc. Alors, je travaille sur les transversales, en fait. Alors, qu'est-ce que tu appelles transversal? Alors, transversal, ça peut être les crossovers marketing, les crossovers de charts, puisque Michael Jackson est quand même le premier artiste à s'être placé aussi longtemps en tête de 2 charts, parce qu'il faut savoir quand même que la musique américaine est extrêmement racialisée. Oui, on rappelle quand même qu'au départ, la musique noire, vous le savez tous, hein, beaucoup remercient Michael Jackson dans les artistes afro-américains, parce que sans lui, il ne serait pas passé ni à la télé, ni à la radio aussi bien. Avant, c'était la radio pour les noirs, la radio pour les blancs, point barre. Et Michael fait partie de ces artistes, comme tu dis, crossover, qui permettent de faire le pont, et qui ont réussi à séduire tous les publics, et surtout grâce à lui, on a écouté de la musique soi-disant pour noirs, qui en fait est une musique voilà, universelle, point. Tout à fait, voilà. Mais en Amérique, c'est vraiment extrêmement cloisonné. Il y a des départements dédiés à la musique noire, des départements dédiés à la musique blanche. On ne met pas du tout les mêmes, on ne mise pas les mêmes sommes d'argent sur l'un comme sur l'autre. Enfin, c'est une vieille bataille qui a plus de 100 ans, mais avec l'industrie du disque, ça s'est aggravé. Et c'est sûr qu'en ce sens, Michael Jackson a posé des gros problèmes, mais malheureusement pour eux, il avait le talent suffisant et l'intelligence suffisante justement pour tenir bon et puis pour passer toutes ces barrières raciales. Bon, ça n'a pas toujours été simple, il a beaucoup été décrié, d'ailleurs surtout davantage par les Afro-Américains que par les autres, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, tout le monde le remercie aujourd'hui. Pour revenir, et je pense que tu vas nous en parler un petit peu, mais ce point important de ton travail, le fait que Michael soit un passeur justement comme ça, et qu'il a cassé les barrières entre musique noire, musique blanche, etc., c'est quand même un petit peu grâce à Berry Gordy aussi, parce que Motown, la fameuse maison Motown des Jackson 5, c'est quand même un petit peu Berry Gordy qui a voulu ça. Bien sûr, Berry Gordy, le Sound of Young America, donc c'était la musique noire, mais vendue à des publics blancs, vendus parfois avec des pochettes modifiées d'ailleurs, où on mettait en photo des personnes blanches pour essayer de les faire vendre aux blancs, alors qu'en fait c'était des noirs qui chantaient, donc toutes sortes de choses sympathiques comme ça. Mais effectivement, Berry Gordy, lui, a fait une musique noire pour les blancs, ce qu'on appelle un peu middle of the road. La différence avec Michael, c'est que lui a été beaucoup plus loin. Michael n'a pas fait une musique noire pour les blancs, il a fait vraiment une musique hybride. Dans sa musique, il y a vraiment toutes les références stylistiques à grande échelle qui vont du hard rock, hein, bien sûr. C'est en cela que Thriller, d'ailleurs l'album Thriller a été aussi marquant. On sait bien qu'il y a Van Halen et que de l'autre côté on a le Mamassé, Mamakusa. Donc c'est vraiment 2 choses complètement censées être opposées sur l'échiquier racial américain. Mais c'est quelque chose qu'il a toujours maintenu, qu'il a même resserré par la suite au fur et à mesure, puisque sur un album comme Thriller, effectivement, on a des titres qui sont plus noirs, d'autres plus blancs, mais si on prend par la suite un album comme Dangerous, l'étau se resserre encore plus, et on a au sein d'une même chanson des imbrications de style soi-disant noir et blanc, au sein ne serait-ce que le riff d'entrée de Black or White est un riff qui est très inspiré des Rolling Stones, Soul Survivor, qui est censé être aujourd'hui un canon du rock blanc, et que Michael a plus ou moins repris, et en l'intégrant avec un groove de funk noir qui lui donne tout à fait une autre couleur. Et les Rolling Stones, bon, on le voit encore parce qu'il va y avoir un film qui va sortir sur James Brown. Mick Jagger était un passionné de James Brown comme Michael, donc il y a tout se recoupe dans ces groupes-là. Mais est-ce que ça nous apprend quelque chose sur Michael finalement, parce qu'il a gardé cet héritage de la Motown, et il a été plus loin?
je pense que pour lui, c'est clair, la musique n'avait pas de couleur. Non, il disait d'ailleurs, quand on lui demandait s'il faisait de la soul ou de la pop, il disait qu'il se fichait de savoir comment ça s'appelait et puis que sa musique était pour tout le monde. Sa musique n'avait pas de couleur. Le problème, c'est qu'il a bien fallu qu'il s'appuie sur des catégories existantes pour les passer. Justement, il ne pouvait pas en faire abstraction. Donc c'est vraiment tissé de l'intérieur. Et c'est pas... bien sûr, on pourrait dire c'est marketing, c'est une manière comme une autre de vendre un maximum de disques, parce que Berry Gordy, à son époque, effectivement, il y avait dans le courant dominant, comme on dit, c'est-à-dire dans la pop, il fallait passer la barrière noir et blanc et il fallait passer la barrière générationnelle. C'est d'ailleurs pour ça que le son de Motown s'appelle le son de la jeune Amérique. Mais à l'époque de Michael, dans les années 80, le courant de la pop était beaucoup plus disséminé que ça. Dans la pop musique, c'est-à-dire dans la musique à succès, on retrouvait des groupes de hard rock, on retrouvait des groupes de funk, on retrouvait un peu de rap déjà, un tas de choses comme ça. Et Michael, lui, a vraiment pris de toutes ces choses pour mettre dans son thriller, dans Bad et dans ce qu'il fera par la suite, mais il ne l'a pas fait, on va dire, dans un but marketing, même si évidemment c'est une des conséquences naturelles de la chose. Il l'a fait parce qu'il aimait vraiment toutes ces musiques, il aimait le hard rock, il aimait la soul, il aimait les musiques classiques. Il aimait les classiques, voilà, je veux dire, Tchaikovsky, voilà, c'est vraiment... c'était tout à fait. Voilà, donc en même temps, c'est le signe d'un artiste complet, parce qu'il piochait dans toutes ses références, et ses références étaient très larges, très larges, et c'est des références qu'il maîtrisait vraiment, c'était pas artificiel, c'était pas là uniquement pour vendre, c'était des convictions qu'il avait. Il avait vraiment une culture occidentale, une culture noire, il avait une culture classique, une culture renaissante en art, enfin historique aussi, très intéressante, et c'était quelqu'un qui pouvait comme ça nourrir sa production de choses pour lesquelles, pour d'autres, il faudrait inventer des plaquages en se disant on va toucher tel public cible ou tel public cible. Alors justement, juste parce que je sais que tu veux pas trop parler, parce que tu as déjà fait un travail sur la voix et on t'a déjà interviewé là-dessus, mais moi il y avait quelque chose que j'ai lu, puisque tu as publié des articles qu'on peut trouver sur le net, hein, vous tapez le nom Isabelle Petitjean, vous trouverez certains articles assez pointus, et il y avait quelque chose qui m'avait fasciné, c'était que et on va en parler après, tu as rencontré Bruce Sweden, tu as aussi parlé avec le coach vocal de Michael Seth, tu pourras nous donner quelques anecdotes après, mais tu disais que il y avait des enregistrements où Michael travaillait du lyrique. Oui, tout à fait. Du lyrique de l'opéra, voilà. Oui. C'est assez surprenant, on n'imagine pas Michael chantant de l'opéra, mais voilà, si. Si, il avait fait des projets avec Seth Riggs, il avait travaillé des airs... On rappelle Seth Riggs quand même. Voilà, c'est le coach vocal de Michael, c'est-à-dire celui qui lui faisait faire des vocalises depuis 1979 jusqu'à 2009. Il n'y en a eu que un. Je sais que parfois certains se considèrent comme ayant été son coach, enfin leur coach vocal, ce qui est faux. En général, ils étaient le coach plutôt de son cœur, mais pas le sien. Lui, c'était Seth Riggs, et donc c'est quelqu'un qui a travaillé avec beaucoup de stars, avec beaucoup d'acteurs aussi pour le placement de la voix, et qui a inventé une technique de chant propre aux chanteurs de pop. Mais Michael, effectivement, faisait des vocalises 1 à 2 heures tous les jours, alors qu'il n'en avait pas forcément besoin, d'ailleurs, lui-même le disait, enfin, le prof de chant disait que c'était pas nécessaire, mais c'était vraiment un jusqu'au boutiste, et il lui avait fait travailler des airs d'opéra, y compris d'ailleurs des airs d'opéra français, et il aurait aimé que Michael enregistre un disque avec des airs d'opéra, et c'est vrai que j'ai pu entendre des extraits, il avait une voix, on ne le reconnaissait pas, sa voix vraiment mutée, et quand il chantait des airs en voix de ténor, et parfois il lui faisait même descendre sur des voix de baryton, c'était quelqu'un d'autre, et plusieurs fois je lui ai dit, mais vous êtes sûr, c'est Michael qui chante? Il avait une voix, paraît-il, assez grave, oui, très grave, qu'on reconnaît parfois dans l'album Dangerous ou Invincible, mais lui préférait pendant très longtemps travailler l'aigu comme dans Thriller et Bad en fait. Voilà, il voulait garder cette voix pure, cette voix aiguë, c'était pour lui en même temps un rapport à l'enfance, c'était, voilà, Seth disait que c'était un peu un rôle qu'il aimait garder, mais effectivement quand il prenait sa voix naturelle, il avait une voix d'homme à peu près normale, on va dire, mais en tout cas pas la voix aiguë qu'on lui connaît. Ça faisait partie un petit peu de ses jeux de rôle et de l'image qu'il souhaitait garder, c'est-à-dire l'image candide d'un grand enfant. Oui, c'est Mr. Jackson, son côté timide, et on sait que pour les images qu'on a, il était dans la vie privée très rieur, très joueur, et beaucoup plus proche des gens finalement que le timide qu'on connaît. Ah voilà, tout à fait. Non, c'est quelqu'un qui avait soif de contact, soif de la vraie vie,
soif de pouvoir parler avec des gens. Malheureusement, c'est souvent son entourage qui faisait barrage, qui montait des mythes et des barrières. Lui-même n'était pas forcément au courant d'ailleurs. C'est bien dommage parce que c'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir lui donner des petits bouts de vraie vie, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui t'a marqué en discutant avec Bruce Swedon, en discutant avec Cétrice, sur leur rapport, le travail qu'ils ont eu avec Michael? Est-ce qu'il y a des choses, là, des petites anecdotes qui te reviennent en tête sur des choses qui t'ont marqué, surprise? Bon, là on a déjà parlé de l'opéra, c'est déjà surprenant, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? Moi, ce qui m'a marqué profondément, c'est le respect. Enfin, c'est vraiment le respect pour sa personne, le respect pour son talent. Pourtant, ce ne sont pas des gens qui sont faciles à bluffer. Ce sont Bruce Swedon ou Seth Riggs en particulier, ne sont pas des gens qui vont facilement se satisfaire d'un talent moyen en disant oui, c'est très bien. Et c'est des gens qui vraiment reconnaissaient en lui un être singulier, un être unique. Pour eux, c'est très clair, une personne comme ça, un artiste avec un talent comme ça, et surtout une attitude comme il pouvait en avoir lors des phases de travail, c'est-à-dire quelqu'un de très ouvert, d'extrêmement patient, de très doux, toujours prêt à se remettre en question, jamais sûr de lui du tout. Il avait toujours peur que ce ne soit pas bien. Il attendait le verdict pour poser son casque. C'était vraiment, on n'avait pas l'impression que c'était le grand Michael Jackson. Il était toujours en attente. Donc c'est voilà. On se souvient il y a cette fameuse anecdote sur Keep the Faith, etc., où il avait du mal, il pleurait. Est-ce que tu as eu des confirmations de ce genre de... tout à fait. Cette peur de Michael de ne pas être à la hauteur de lui-même finalement. Tout à fait. Et Keep the Faith, c'est la seule chanson que Bruce a dû baisser effectivement de 2 tons, et Michael ne voulait absolument pas baisser la chanson de 2 tons, il voulait absolument y arriver, et au bout de quelques heures, parce que Bruce était un peu le seul qui arrivait finalement à le convaincre d'une chose, alors que les autres devaient négocier pendant des fois 4-5 heures. Quand il arrivait, il disait non, alors Michael écoutait, parce qu'il savait que voilà, et il a fini par le convaincre de baisser effectivement la chanson de 2 tons, mais c'est la seule chanson qu'il ait dû baisser durant sa carrière, parce qu'effectivement elle est très explosive à la fin, et il pouvait se faire mal à la voix, et il avait plus d'amplitude dans cette tonalité que tout le monde connaît aujourd'hui, effectivement. Comment tu as réussi finalement à les rencontrer, Seth Riggs et Bruce Swedon? Je sais pas si facile que ça non plus. Non, voilà, Isabelle, la petite française qui débarque, et puis je rencontre Bruce Swedon, on y va. Comment tu as fait? Franchement, j'y croyais pas, et j'ai envoyé mes questions, voilà, simplement mes questions, un peu comme on lance une bouteille à la mer, en me disant j'aurai pas de retour, ou peut-être une secrétaire qui va me dire vous êtes bien gentil, on vous répondra dans quelques temps. Et puis finalement, je me suis retrouvée avec un mail de Bruce Swedon avec son numéro de téléphone en me disant rappelez-moi. Et donc je crois qu'en fait, après en discutant avec eux, ce qui les a vraiment intéressés, c'était les questions, le type de questions. C'était des questions musicales, c'était des questions assez précises. Il n'y avait pas de people, il n'y avait pas d'anecdotes, il n'y avait pas de choses croustillantes ou de questions personnelles. Ce qui les a vraiment intéressés, c'était de pouvoir enfin parler de musique avec quelqu'un. Et j'étais un peu étonnée parce qu'il y a quand même d'autres personnes, notamment en Amérique, qui ont fait des travaux, mais jamais personne n'a essayé de les contacter pour leur poser des questions. Moi, ça me paraît toujours un peu bizarre qu'on puisse écrire des choses sans jamais s'adresser aux gens qui étaient là, même si je sais qu'universitairement, ça a moins de valeur qu'un autre scientifique qui aurait parlé avant, mais enfin, voilà. Donc ce sont ce type de questions, en tout cas, qui leur a donné envie de répondre de la suite. Tu as rencontré ces gens, tu as travaillé, tu continues à travailler sur cette thèse. Aujourd'hui, quels sont les éléments que tu aimerais déjà faire passer? Parce que finalement, faire cette thèse, c'est pas un travail, j'imagine, égoïste. Il y a aussi quelque part, au-delà de la passion, la volonté de partager tes découvertes. Et quels sont à la fois les éléments que tu vas partager à travers ta thèse, et puis les autres éléments que tu peux pas mettre dans ta thèse, mais qui sont nés à travers ces travaux? J'imagine qu'il y a des choses qui maintenant, des autres pistes déjà que tu aimerais travailler, qui ne cadrent peut-être pas avec ta thèse, mais qui vont être peut-être partagés d'ailleurs dans le magazine du MJ Backstage. Oui. Moi, je suis vraiment partie de la musique de Michael. C'était vraiment le travail musical qui m'intéressait. Et en fait, j'ai rencontré, comme je dis, un personnage incroyablement intéressant, incroyablement riche. Et finalement, au fur et à mesure de mes recherches, de mes écritures, je me suis rendu compte que c'est vraiment un personnage historique, ça j'insiste dessus. On a tendance à le présenter comme un personnage un peu naïf, apolitique. Or pour moi c'est vraiment un personnage politique. C'est vraiment quelqu'un, mais pas politique au sens humain du terme. C'est-à-dire, je pense que ça embêtait aussi beaucoup de gens. Il n'a pas de parti pris dans le pouvoir temporel, disons. C'est lui, son pouvoir, il est ailleurs. Déjà c'est un pouvoir artistique. Oui, c'est aussi des engagements humanistes. Tu veux dire, politique, il s'engage, c'est quelqu'un d'engagé. Voilà. On sait qu'il a un peu
peu été dans les campagnes de Clinton, etc. On se souvient de quelques interventions, mais souvent d'ailleurs, il venait aussi pour ses propres causes. Il essayait de défendre la cause, bien sûr, toujours des enfants. Hein, non, mais dans ce sens-là, oui, il est politique, parce qu'il cherchait à changer le monde, quelque part. Tout à fait, mais il était politique, il a toujours été récupéré de droite et de gauche. Je pense en 84, où il était à la Maison Blanche avec Reagan, où on voit d'ailleurs Reagan faire un discours où il reprend les mots de ses chansons. C'est quand même assez étonnant, un président qui reprend les termes de chansons pour faire un discours. Surtout Reagan. Voilà. Mais bon, on rappelle que Reagan a été comédien avant d'être président. Hein, oui, bien sûr. Ensuite, on le revoit dans le camp adverse avec Jesse Jackson. On le voit ensuite, en Roumanie, c'est pareil. Il a quand même beaucoup pratiqué l'inversion de pouvoir. Hein. Lorsqu'il s'est rendu en Roumanie en 92, il a complètement mis un coup de pied dans le protocole. Il s'est fait attendre. Le président a été négligé. C'était lui la vedette. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a... il a jamais été engagé politiquement dans un camp ou dans un autre. L'argent, il voulait l'utiliser, c'était un moyen pour lui. Hein. Il ne travaillait pas pour l'argent, mais l'argent, il voulait en faire des choses. C'est un peu un chaman, quand même, on a beau le dire. Hein. C'est une figure spirituelle. Qu'est-ce que tu veux dire par chaman, justement? Parce que bon, moi, j'imagine un chaman en Sibérie, faisant des incantations, cherchant à appeler les esprits. Qu'est-ce que tu veux dire, chaman? Un passeur? Oui, un passeur de pouvoir. Pour moi, c'est vraiment une figure spirituelle, et c'est très imbriqué parce que sa spiritualité est très liée avec son opinion politique large qui est très intégrative, en fait. Hein. Il était très croyant, déjà. Il était très croyant. Spirituel, c'est vrai qu'il avait... Bon, il a été élevé dans l'éducation témoin de Jéhovah de sa mère, mais après, il s'en est éloigné, et il est resté très croyant. Alors, je crois qu'on va nous dire bientôt que c'est bientôt fini, il me reste 5 minutes, donc on va en profiter, merci Chris. Mais oui, il était très croyant, et cette spiritualité, c'était justement ça, cette volonté de s'engager dans le monde, et grâce à son argent ou à ses célébrités, de changer les choses. De changer les choses, mais de ne pas cautionner tel ou tel parti. Donc de garder son indépendance, de prendre le pouvoir, on va dire, d'en haut, pour le passer aux pauvres, pour le passer aux enfants, pour le passer à ceux qui n'ont pas la parole, mais pas du tout pour le passer aux hommes politiques éventuellement qui lui faisaient la cour, ni même à aucun dogme autour de lui qui lui faisait la cour. Et je crois que ça, c'est très embêtant quand on a quelqu'un d'indépendant comme ça. C'est vraiment un utopiste, mais activiste pour moi, et qui voulait effectivement changer le monde, mais pas servir les pouvoirs en place. Discret aussi, parce que finalement, on sait de plus en plus, les langues se délient, mais que partout où il allait, il y avait toujours une partie d'argent ou une présence dans les hôpitaux, etc. Donc c'est quelqu'un qui était engagé et quelque part un peu discret malgré sa célébrité. Voilà, non, mais son but, c'était pas de faire de la publicité avec ça. D'ailleurs, il en avait absolument pas besoin, mais il servait sa cause personnellement. Quand il pouvait effectivement monter des associations comme il a pu faire, voilà, il l'a fait à grande échelle. Je crois qu'il a vraiment utilisé ce don dont il disait qu'il lui venait de Dieu. Effectivement, il a utilisé ce don pour en faire un message, pour en faire une vocation à grande échelle. Et pour moi, ce qui est en tout cas le plus parlant, le plus intéressant, c'est que je me suis rendu compte que tout ça est contenu dans la musique. Beaucoup s'intéressent aux paroles de ses chansons ou aux clips vidéo, ce qui est très bien, c'est vrai, même s'il a quand même une partie de son travail. Oui, mais très souvent dit qu'il fallait pas se fier à ses paroles et en tout cas fallait prendre pour argent comptant. Mais son message, il est déjà innervé complètement dans sa musique. Quand j'ai étudié sa façon de travailler avec ses collaborateurs, ce côté d'ouverture, cette intégration des autres, cette aide, cette humilité qu'il avait, on la retrouve vraiment à tous les stades de la production, à tous les stades de ses relations, de sa construction, de ses œuvres, et pas dans des discours en fait. Et c'est ça moi que je trouve bluffant, c'est qu'il n'a pas fait de discours, il n'a pas donné de leçons, il n'est pas moralisateur, mais simplement quand on regarde sa façon de faire, sa façon de travailler, tout est là. Quand on écoute sa musique et qu'on comprend toutes les références qu'il a voulu mettre, le message est là, et pour moi c'est vraiment la preuve de quelqu'un qui est cellulairement impliqué dans ce qu'il fait. C'est pas calculé, c'est pas de la propagande, c'est vraiment quelqu'un qui croit profondément, c'est un vecteur, c'est vraiment un passeur. Sincère, voilà. Tout simplement sincère. Sincère, et puis jusqu'au bout. On l'a bien vu, jusqu'au bout de toute façon, et voilà, je crois que ça valide complètement. Eh bien écoute, cette dernière image de l'homme sincère et actif à tout point de vue va être la dernière de notre interview. Merci Isabelle, merci, et puis on sera ravis de pouvoir te lire dans le nouveau MJ Backstage, je vous rappelle qu'il est toujours disponible bien sûr au stand du MJ Backstage, n'hésitez pas, courez vous le procurer, et puis on essaiera de lire aussi et d'être attentif pour voir si tes travaux vont continuer, et puis tes autres recherches, et puis merci encore pour ce moment merci à toi, et merci à MJ Backstage pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir écrire. Merci à toi. Merci. Merci à toi.